Bonjour à tous et à toutes, ici Yann-Éric de Sur la Table et aujourd'hui on parle de la 11e édition. Pour ceux qui veulent commencer à jouer à Warhammer également avec la 11e, c'est parfait. Je vais faire ça en dedans de 11 minutes, mais il y a telle affaire que ça se peut que je bosse le budget dedans. Le boss, écrivez dans les commentaires c'est quoi ma punition. Sur ce, on passe ça. Fait que pour starter ça, on va commencer avec la map, ça va ressembler à quoi maintenant? Fini les footprints en rectangle, on s'en va sur des formes plus intéressantes. Ce qui est intéressant de la 11e, c'est pas tant la shape des footprints et des éléments de décor, mais bien les règles qui les accompagnent. On se rappelle qu'un footprint, ça détermine si un modèle est visible ou non, s'il est à couvert ou non. Mais dans la 11e, les règles suivent les footprints et on peut pas mal mettre ce qu'on veut comme décor par-dessus. C'est sûr qu'il faut respecter le fait qu'il y a des terrains denses, il y a des terrains légers, ce genre de choses-là. Pour la 11e édition, ce qui est cool en ce moment, c'est que tout le monde semble adopter les mêmes règles. Dur de savoir si c'est pour toute l'édition, mais pour le début, tout va être pareil. Pas de chicane. À cette heure, avoir un bonus de cover, ça te donne plus un bonus à tes saves, ça donne à ton attaquant -1 au ballistic score. Ce qui fait plus de sens d'un point de vue logique parce que c'était con, tu sais, t'es plus dur à toucher, fait que ton armure performe mieux. Stealth donne plus -1 to hit maintenant, ça veut juste dire que t'es à couvert. Je vous ai vu vous exciter pendant 4 secondes, ma bande de petits dévergondés, hein. Mais ça veut quand même dire que les effets qui vont donner -1 to hit combinés avec le cover, ça va rendre des unités vraiment difficiles et désagréables à toucher, comme, mettons, des guards avec leur contagion range de -1 to hit, ça va être tough. Ça va être... Si ça reste tel quel. Alright, on repart ça. Tout en restant dans les nouvelles règles reliées au cover, dans le fond, si un Beast, Infanterie ou bien Swarm a tous ses modèles sur un footprint qui a du terrain dense et qui n'a pas tiré lors de son activation précédente, il est considéré comme caché, hidden, ce qui lui donne un pseudo 15 pouces de lone-up, qu'on appelle dans le fond le Detection Range. Certaines unités, certaines habilités sont capables d'améliorer la distance à laquelle elles peuvent être perçues. Chose importante de savoir aussi, récemment, Games Workshop ont fait une update que dorénavant, c'est plus seulement les footprints qui ont du terrain dense, mais aussi du terrain léger. Fait que peut-être qu'ils trouvaient que c'était pas assez bon ou quoi que ce soit, mais c'est rendu comme ça maintenant. Maintenant, qui dit Detection Range, qui dit Hidden, qui dit Lone Up, qu'est-ce qui arrive avec le Indirect Fire? Dans le fond, le Indirect Fire a comme 3 manières de tirer, si on veut. Pseudo. Dans le fond, le Indirect Fire, quand on ne voit pas sa cible, ça touche seulement sur des 6. Si dans le fond, une de nos unités est capable de voir l'unité que l'Indirect Fire veut tirer dessus, à ce moment-là, on peut toucher sur du 4, 5 ou 6. Puis si jamais, dans le fond, on a un direct line of sight, ben là, à ce moment-là, c'est littéralement le ballistic score. Ce qui est important de savoir, dans le fond, c'est qu'en tout temps, lorsqu'on tire un indirect fire, on a le -1 to ballistic score. Puis, c'est impossible de faire du reroll sur le hit roll dorénavant. Donc, c'est straight up un nerf, mais d'un point de vue logique et mécanique de jeu, c'est quand même cool le fait que genre faut que tu vois quelqu'un pour être capable de tirer, genre mieux tirer dessus parce qu'il est capable de donner des meilleures directions du moins sur le barrage d'artillerie. Ça c'est le fun. Dans le fond, pour ce qui est des artilleries, on avait Blast par le passé, donc Blast, c'était comme Blast 1. Je dis Blast 1 parce que dans la 11e, Blast va avoir un chiffre, donc il va y avoir certains Blasts qui vont être plus grands, donc un plus grand potentiel de fragmentation d'impact. Dans le fond, on voit l'apparition également du keyword Cleave, qui va aussi avoir une connotation comme Cleave 1, Cleave 2. Jeez, ça sonne vraiment comme des mécaniques de Magic tout d'un coup. Bref, tout ça pour dire que plus il y a un grand pack, plus qu'il y a de modèles dans un unit, il va y avoir plus d'attaques, tout dépendant c'est quoi le score de cleave. Donc ce qui va peut-être mettre la fin des armes qui avaient des strike profile et des sweep profile, ou tout simplement peut-être que le strike va rester tel quel, puis le sweep va avoir un keyword qui s'appelle cleave. Donc on va rester à l'affût de ça. On retrouve aussi une nouvelle mécanique qui s'appelle être mobile. Donc, comme les Knights, quand ils étaient capables avec leur Super Heavy Walker de passer au travers des éléments de décor qui étaient au-delà de 4 pouces, dans le fond, ils peuvent décider de se donner mobile, ce qui leur permet de passer à travers horizontal les bâtiments et tout ça. Et comme à l'habitude, dans le fond, sur un 1 d'un roulé de 1 des 6, dans le fond, ils tomberaient Battle Shock. Donc ça ne change pas à ce niveau-là. Par contre, une chose qui est intéressante, vu qu'on parlait de Knight, autant que dans la 10e, les Knights avaient la règle Towering, qui faisait que s'il avait le pied sur le footprint, il était capable de tirer au-delà du footprint.
Dorénavant, dans la 11e, les monstres et les véhicules peuvent faire ça. Fait que ça, moi, je trouve ça vraiment plus le fun, parce que dans le fond, les nouvelles maps, je trouvais qu'ils étaient un peu tight sur certaines d'entre elles. Mais là, le fait de pouvoir juste mettre le pied sur un footprint va te permettre d'avoir des bons angles de tir. Donc ça, c'est le fun à ce niveau-là aussi. Ensuite de ça, voit la reconfiguration, si on veut, de l'habilité Heavy. Donc habituellement, dans la 10e, il fallait qu'on reste immobile pour avoir un bonus de 1 à son hit roll. Donc dans cette édition-ci, le Heavy, on est capable de faire un déplacement de 3 pouces sans perdre le bonus de Heavy. La seule petite chose qui est importante à se rappeler par rapport à ça, c'est que dans le jeu, il y a certaines mécaniques qui mentionnent le fait de remain stationary, de rester immobile. À noter que faire le petit 3 pouces de déplacement pour garder le bonus de Heavy ne veut pas dire qu'on est resté immobile. Donc ça, c'est de faire attention à ça. Un très gros changement qui arrive avec la 11e qui me plaît énormément beaucoup en tant que joueur tyrannide, j'en ai parlé dans mon autre vidéo si vous l'avez pas vu, c'est que les Battle Shock tests, au lieu d'être dans le fond checkés au command phase où est-ce qu'il faut être en bas de la moitié de son effectif ou de ses points de vie, dorénavant, être au milieu, ça kick pareil. Puis, dans le fond, quand on est Battle Shock, il faut rouler pour sortir de Battle Shock maintenant. Ça, c'est huge, parce que ça veut dire que si on est capable de plugger un bon Battle Shock test, tyrannide avec un Shadow in the Warp, you know, puis qu'on fait un méchant bon Shadow in the Warp, ben, ça veut dire que pour tout le reste de la game, jusqu'à ce qu'il réussisse, il faut constamment qu'il essaie de sortir de cet état de Battle Shock-là, ce qui est un changement qui est quand même assez intéressant au niveau du gameplay du jeu. Bien évidemment, encore une fois par bataille, on peut faire Insane Bravery, mais parlant de stratagème, dans le fond, il y en a quelques-uns aussi qui ont eu un petit facelift. Dans le fond, si on regarde par exemple Overwatch, dans le fond, dorénavant, ce n'est plus au moment où quelqu'un bouge ou au moment que quelqu'un finit un mouvement ou qui commence son charge. À cette heure, ton adversaire peut bouger toutes ses units, puis à la fin du movement phase, tu peux décider de faire un Overwatch sur quelque chose qui est en range. Même des affaires qui n'ont pas bougé. Fait que tu sais, dans Jurassic Park, quand il dit genre c'est basé sur le mouvement, ses yeux, là, même si tu restes immobile, tu peux te faire flame. Fait que une autre chose importante, comme l'Indirect Fire, sur le Overwatch, on peut plus rerouler les hits. Donc c'est straight sur le roulé de dés. Donc Overwatch est un petit peu moins efficace à ce niveau-là. En termes de stratagèmes, on peut pas stacker des stratagèmes autant de fois qu'on voudrait sur le même unit. Ce que je veux dire par là, c'est que les situations où est-ce qu'on avait des Land Raiders qui avaient Smoke puis Armor of Contempt, ben tu sais, ça les rendait vraiment tenaces puis difficiles à battre. Ben, à cette heure, faut que tu choisisses lequel entre les deux. Puis, ou bien si tu command reroll. Tu sais, tu peux pas autant faire un absolute unit. Tank Shock est devenu Crushing Impact, ce qui veut dire que les monstres maintenant peuvent faire des Tank Shock, ce qui est vraiment cool pour certaines factions, comme encore une fois Tyrannide, on n'avait pas accès à des Mortal Wounds, maintenant on a accès, ça c'est cool. La seule chose qui est néfaste par rapport à un Tank Shock, c'est que quand on fait le Tank Shock, comme à l'habitude, c'est basé sur le toughness, puis quand t'as des 5 et des 6, ça fait un Mortal Wound. Sauf que maintenant, on peut s'infliger soi-même jusqu'à un maximum de 6 Mortal Wounds pour chaque 1 qu'on roule. Donc, c'est d'un point de vue comme balance, je présume, mais ça peut créer des belles synergies avec les unités qui performent mieux lorsqu'elles sont blessées. Heroic Intervention a une modification à ce stratagème-là. Dorénavant, il y a une version à 2 CP, donc 1 ou 2, ce qui est nice, c'est comme un split stratagème. Puis dans le fond, le Heroic Intervention... Voyons, c'est monac. Le Heroic Intervention à 2 CP veut dire que tu pourrais déclarer une charge à maximum 6 pouces, mais même sur quelque chose qui n'a pas déclaré de charge ce tour-ci. Fait que comme le Overwatch, même si tu bouges pas, you're not safe. Un petit dernier stratagème qui est intéressant, je vais mettre des images à l'écran pour aider à comprendre. Le stratagème Smoke, dans le fond, c'est que quand une unité a Smoke et qui déploie la Smoke, ça va cacher toutes les unités qui sont derrière celle-ci, dans un line of sight. Comme dans mon exemple à l'écran ici, le Repulsor Executioner voudrait tirer sur des Death Corps of Krieg et tirer son Heavy Laser Destroyer sur le Centaure. Et donc, le Centaure pop les Smoke, ce qui fait que non seulement le Centaure a Smoke, mais toutes les Death Corps qui sont en arrière ont Smoke également. Fait que ça, c'est quand même assez intéressant. Ça vient créer des situations comme vraiment tricky, situationnelles. Puis tu sais, c'est pour le reste du shooting phase aussi. Fait que là, dans mon exemple,
le Heavy Laser Destroyer sur le Centaur et les autres Death Corps of Krieg, ça faisait du sens que, tu sais, en un seul CP, t'es comme ha 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 pour les deux. Mais tu sais, si jamais plus tard, il y avait eu d'autres unités qui auraient voulu tirer là-dessus, ben ça les aurait affectés également. Maintenant, il y a certaines mécaniques du jeu qui ont changé aussi. Exemple, le psychique, dorénavant, tout ce qui affecte le hit roll, eux, ils s'en foutent. Fait que même s'il y avait quelque chose qui faisait moins 1 au ballistic score ou moins 1 pour toucher, les attaques psychiques, ils l'ignorent totalement. Ce qui est bon, dans le fond, pour les Thousand Sun, les Grey Knight, les Tyrannides, quelques-uns d'entre eux. Donc, ce qui donne aussi le bénéfice de cover dans la 11e, c'est moins 1 au ballistic score. Donc, psychique va vraiment comme bypasser cette nouvelle mécanique-là de la 11e. Par la suite de ça, on a au niveau du Hazardous. Je vais faire Hazardous, puis un autre segue ici, c'est que dans le fond, les Plasma Weapons, avant, quand que tu les overchargeais, ben, ça faisait que tu pouvais te manger des... tu sais, il fallait que tu fasses un Hazard Test pour manger potentiellement des Mortal Wounds. À cette heure, dans le fond, on appelle ça un Hazard Test, puis c'est sur des 1 et des 2 qu'on s'inflige un Mortal Wound si on n'est pas un monstre ou un véhicule. Et c'est l'unité qui mange le dégât. Et donc, ce qui veut dire que tes Cadian Shock Troops qui ont des Plasma Weapons qui overcharge, ben si jamais tu pognes un 1 ou 2 puis il y a un Mortal Wound, ben ils vont hot potato le gun, ou ben soit eux ils vont mourir puis quelqu'un va pick up le gun. Allez-y avec votre imagination, mais je trouve que c'est cool à ce niveau-là, on perd pas des War Gear précieux. Là où ça devient spicy, c'est quand justement on a comme des véhicules comme Astra Militarum, où est-ce qu'ils ont comme un gun au plasma, des sponsons au plasma, détachement de Hammer of the Emperor, le Final Hour, où ça donne toutes tes weapons hazardous. Vache fort qui donne Hazardous comme à distance et tout ça, fait que ça va venir faire mal. Mais là où est-ce que je veux parler du Hazard Roll, c'est que Hazard Roll vient regrouper plusieurs choses de Warhammer. T'sais, on vient de buster 11 minutes puis il reste encore tellement de stock. Écrivez dans les commentaires c'est quoi vous voulez que je fasse comme punition. Moving on. Puis là, où est-ce que c'est spécial, où est-ce que je voulais en venir avec le Hazard Roll qui avait changé, c'est que, mettons, lorsqu'on fait un Desperate Escape, dorénavant, c'est un Hazard Roll. Si jamais, dans le fond, il y a des unités qui sont dans un transport et que le transport explose, dans le fond, ils doivent faire un Hazard Roll. Puis, by the way, à cette heure, quand un transport explose, tu mets les... Tu sais, tu fais un Hazard Roll, tu mais les modèles autour du transport, puis après ça, tu roules pour le Deadly Demise, puis si le Deadly Demise il kick, ben il se remange des Mortal Wounds encore. Fait que ça, c'est assez intense, ce qui veut dire aussi que, dans le fond, les unités qui ont un point de vie par modèle, qui sont dans un transport, ben déjà, juste sur le Emergency Disembark, tu viens de perdre un tiers de ton armée en moyenne. Ça, c'est si le Deadly Demise ne kick pas non plus. Fait que ça, c'est un gros changement au niveau des transports. Les unités qui ont le keyword Fly, maintenant, il y a quelque chose de spécial qu'ils peuvent faire. Ils peuvent prendre leur envol comme un petit oiseau. Ça s'appelle, dans le fond, Take It to the Sky. Puis ce que ça fait, c'est qu'avant de te déplacer ou avant de faire une charge, tu pourrais Take to the Sky, te retirer 2 pouces de mouvement, et à ce moment-là, tu ignores littéralement les obstacles horizontaux qui sont sur le jeu, ce qui rend des unités ultra létales comme Angron ou bien Fulgrim extrêmement dangereux de pouvoir passer au travers de la map comme ça. Donc ça, c'est quand même cool comme changement. Un changement qui est extrêmement apprécié et bien perçu par la communauté à date, c'est que, dans le fond, les leaders, quand ils leadaient un unit, puis dans le fond, que leur bodyguard mourait, ils perdaient leur bonus de leader. Ce qui était quand même cave, j'en avais déjà fait une blague par le passé, comme quoi que Karn, quand il perd tous ses chums, il fait de l'anxiété de performance, il est moins hot, ce qui faisait aucun sens. Fait que dorénavant, si tu perds tes bodyguards, ils gardent leur bonus de leader. Puis en même temps, il existe une nouvelle sorte de leader qu'on appelle, qui est un support, dans le fond, qui va venir accompagner un unit. Puis la particularité de ça, c'est que pour que tu puisses jouer un support, il doit automatiquement être associé à un unit, il ne peut pas être joué tout seul. Une autre chose qui est extrêmement intéressante, puis je vais faire un 2 pour 1 là-dessus, il y a une mécanique du jeu qui a été comme regroupée sur un même terme qui s'appelle Heal, qui fonctionne comme un Reanimation Protocol, ce qui veut dire que tu peux ramener des modèles, même si, dans le fond, c'était des modèles à plusieurs points de vie. Avant, il y avait juste le Necron qui pouvait faire ça, fait qu'à cette heure, ils sont basic as fuck. Sorry, Necron players. Non, c'est une joke. Mais tout ça pour dire que s'il y avait un stratagème ou un effet qui permettait de guérir un unit, qu'il n'y a plus de bodyguard dedans, ben maintenant, les leaders peuvent réanimer... Ben, les leaders, c'est pas les leaders nécessairement, mais tu peux remettre des bodyguards dans un unit qui avait plus de bodyguard dedans. Fait que ça, c'est quand même assez intéressant aussi comme mécanique de jeu.
La charge phase et la fight phase ont connu des changements eux autres aussi. À cette heure, c'est beaucoup plus facile d'effectuer des charges parce qu'anciennement, dans la 10e, il fallait qu'on déclare quelle cible on voulait charger, puis on espérait d'avoir le nombre exact, puis ben, si on ne l'avait pas, ben, en anglais, on setting ducks, right? Fait qu'on restait sur place à se faire tirer dessus comme des jambons. À cette heure, tu roules ton dé de charge, puis après de ça, tu regardes qu'est-ce que tu peux aller rejoindre. Ce qui veut dire que tu pourrais avoir un consolation prize, dans le fond comme un prix de consolation, qui est que ben, tu voudrais peut-être aller charger cette unité-là là-bas, mais finalement, tu as juste roulé un petit peu, mais ok, de base, je vais aller fight ceux qui sont ici. Fait que c'est quand même moins pire, tu es capable de faire plus des charges facilement à cette heure. Puis les séquences, dans le fond, au niveau du fight phase, puis tout ça, c'est quand même assez intéressant parce qu'au lieu de faire une activation, qu'on faisait pile in, fight, consolidate, activation, pile in, fight, consolidate, à cette heure, une fois que tout a fait les charges et tout ça, quand on arrive dans le fight phase, tout le monde pile in en même temps, tout le monde fight en même temps, tout le monde consolidate en même temps. Fait que tout ça. Ah, puis à cette heure aussi, on a du overrun fight. Qu'est-ce que c'est l'overrun fight? Dans le fond, c'est que si jamais j'avais mon unit A puis mon unit B qui chargeait unit C, puis qu'il y avait un unit D pas trop loin, fait que mettons A et B ont chargé C, A a assez de firepower pour take down la cible C. La B, elle a déjà fait son pile-in, puis là maintenant elle a plus de cible. Mais il y a un autre D qui est ici. Fait qu'il peut faire un pile-in, un overrun fight qui est comme un pile-in additionnel pour aller chercher une autre cible pour se battre dedans. Ce qui veut dire que tu roules ton 2D de charge, après ça, tu contactes, tu fais ton pile-in, potentiellement un overrun fight, puis après ça, un consolidate, ça va bouger vite sur le battlefield, ça c'est sûr. Au niveau du fight phase, encore une fois, une chose qui a changé, c'est que les fight first dorénavant, ce n'est plus le joueur défensif qui commence, mais le joueur offensif. Ce qui veut dire que défensivement, fight first est moins efficace. Sure, tu sais, moi en tant que joueur tyrannide, encore une fois, mes Lictors, mes Neurolictors, mes Von Ryan, tout le monde avait fight first, c'est moins hot à cette heure, mais ça veut juste dire que le joueur offensif va quand même avoir le premier choix, puis ensuite de ça, c'est en alternance, comme avant. Un autre petit détail que j'étais sur le bord d'oublier, c'était que, dans le fond, le engagement range passe de 1 pouce à 2 pouces. Par contre, quand on fait la charge, c'est important de calculer en fonction de pouvoir... La distance doit être de base à base, mais le engagement range maintenant est de 2 pouces. Ce qui veut dire aussi que c'est beaucoup plus facile de se battre de l'autre bord d'un mur d'un building, puis que la technique de bloquer l'espace de l'autre bord d'un foot, voyons, quand on est dans une ruine, où est-ce que tu faisais exprès de t'espacer pour que la plateforme, la base de l'autre puisse pas rentrer, c'est beaucoup moins efficace à cette heure. Dans le fond, c'est plus facile de faire de l'autre bord d'un muret. La manière qu'on roule nos saves à cette heure a changé aussi. Puis c'est dans l'intérêt des character leaders. Pourquoi? Parce que avant, dans la 10e, on faisait un slow roll. Dans le fond, s'il restait 2 bodyguards puis le héros, puis le character, excusez-moi, puis que les bodyguards n'avaient pas d'invulnérable, exemple, puis que le character, il y en avait un, ben on allait rouler jusqu'à ce que les bodyguards allaient tomber, puis ensuite de ça, on allait juste tout unloader dans le character parce qu'il n'y avait plus des différences au niveau des saves. À cette heure, comment est-ce que ça fonctionne, puis je vais mettre un exemple à l'écran, c'est qu'on roule toutes les dés en même temps, puis les bodyguards vont prendre des moins bons résultats, puis on va y aller du moins bon au meilleur. Ce qui veut dire que dans une séquence de rouler de dés, normalement, tu aurais pu spike des saves, ou le contraire, ne pas spike tes saves, à un mauvais timing, puis ton character faisait juste prendre le bord. Maintenant, quand on sait que les bodyguards vont absolument avoir les pires résultats que tu vas rouler, ça augmente leur chance de survie. Par contre, en échange, au niveau de la précision, les précisions sont plus létales à cette heure. Les pires résultats, maintenant, doivent être appliqués au character leader en premier, ce qui assure pas mal plus son downfall. Fait que ça, c'est quand même un changement qui est très intéressant. Un changement qui est super apprécié à cette heure aussi, c'est que la Common Phase a une belle structure. Dans la 10e, il y avait plusieurs effets qui disaient dans le Common Phase. Mais tu sais, dans le Common Phase, c'est où exactement? C'est quel le meilleur moment pour le faire? Y a-t-il des restrictions? C'était pas trop clair. Dans la 11e, au moins, là, il y a vraiment une belle structure. On a, dans le fond, pigé les secondaries, gagner ses CP. Le Battle Shock Test, à ce niveau-là maintenant, il va être Battle Shock avant même que tu puisses leur mettre des effets spéciaux dessus. Parce que ensuite de ça vient les effets de Common Phase. Fait que, si tu voudrais faire un stratagème, si tu voulais comme distribuer du Wi-Fi avec mes neuroloids, ce genre de choses-là, c'est là que ça se passe. Et ensuite de ça, dans le fond, on a dans le fond, le scoring puis la fin du Common Phase. Fait que
Ça, c'est quand même une meilleure structure all around. Le unit currency aussi a eu un changement. Dans le fond, c'est fini de faire des lignes de Congola puis de contrôler du expansion jusqu'à l'autre expansion en passant au centre de la table puis sticker les 3 objectifs. Sorry, Tycho. Fait qu'à cette heure, dans le fond, dans un cercle de 9 pouces, dans le fond, tout ton unit doit être à l'intérieur de ce cercle-là imaginaire. Mais c'est pas obligé d'être wholly within, ça peut être juste within. Je vais mettre des images à l'écran. Moi, j'aime beaucoup ce changement-là, même si ça veut dire que ma stratégie avec mes Von Ryan Leapers change un peu. Le concept reste que ça fait plus de sens de rester en formation comme ça que juste de faire une ligne. La file indienne, ça faisait pas de sens, je trouvais, d'un point de vue de gameplay. Parlant d'une autre structure de mouvement, les scout moves à cette heure doivent être absolument faites. Mais pour avoir un scout move, il faut être dans le deployment zone. Parce qu'il y avait certaines unités, exemple comme les Pathfinders chez les Tau, que tu pouvais les infiltrer sur le champ de bataille, puis après ça, les scouts dans une direction, tout dépendant si tu étais le premier joueur ou le deuxième joueur. À cette heure, si pour quelconque raison, tu as Infiltrate et Scout, dans le fond, et que tu décides d'infiltrer dans le No Man's Land, tu n'as pas accès aux scouts. Un autre aspect intéressant de Scout, c'est que si jamais tu avais des units qui avaient Scout, que tu avais mis en Strat Reserve, puis qu'une fois que tout le monde l'a déployé, tu te dis comment, you know what? J'aimerais ça le mettre sur le champ de bataille finalement, mais dans ton déploiement seulement. Tu peux le faire rendu là. Fait que c'est comme un petit extra deploy si jamais tu sens le besoin. Les chances que ça soit vraiment comme relevant sont petites, mais c'est le fun d'avoir un peu de maniabilité en termes de pre-game action. Maintenant, si on parle de conception de liste et d'assembler son armée, on a des détachements qui valent des nombres de points à cette heure. C'est rendu modulaire. Fait qu'il y a eu plusieurs reveals récemment que Games Workshop a fait pour annoncer la 11e. Et ils ont dit que tous ces détachements-là étaient tous des détachements de 1 point. Ce qui veut dire que pour du 2000 points dans un Strike Force, tu pourrais avoir 3 points de détachement. Et donc, tu pourrais faire 3 détachements qui valent 1 point chaque, 2 plus 1 ou bien 1 de 3, parce qu'il va y avoir certains détachements qui vont être à 3 points. Puis, ensuite de ça, dans le fond, ces détachements-là vont avoir des bonus reliés à une sorte de unit que vous avez envie. Fait que dans le sens où ça ne vous empêchera pas de jouer, mettons, des intercessors dans votre liste si vous n'avez pas un détachement qui supporte les intercessors. C'est juste que vous avez d'autres unités qui sont meilleures et qui performent mieux. Une autre chose aussi que ces détachements apportent, c'est que dans le fond, ils vont avoir leur lot de stratagèmes qui vient avec les détachements, les enhancements pour les characters, mais il y a maintenant aussi des upgrades qu'on peut mettre sur certaines unités. Exemple, dans le fond, les Von Ryan Leaper dans les Tyrannides ont accès à un Reactive Move de D3+3, ce qui est quand même intéressant. Dans Astra Militarum, tout dépendant du détachement, il peut y avoir un Scout Sentinelle qui peut avoir Infiltration. Il y a certaines choses comme ça qui viennent avec les détachements. Pour finir notre petit survol au niveau des détachements, ça va déterminer aussi le genre de primaries qu'on va jouer. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque détachement a un mot-clé qui va être associé avec lui, ce qui est à dire, dans le fond, Take and Hold, Purge the Foe, Priority Asset, Reconnaissance, puis Disruption. Dans le fond, chacun de ces mots-clés-là, dans le fond, tout dépendant, encore une fois, si on a 3 détachements, puis ça se peut que les 3, il y ait chacun un mot différent, t'en choisis un des 3, puis c'est ça qui va être s'appliquer pour ton armée. Puis ce que ça fait, c'est que dans le fond, si nous, on est une armée reconnaissance, puis qu'on joue contre quelqu'un qui est une armée take and hold, ben ça va déterminer dans le fond c'est quoi chacun de nous deux nos missions primaires à faire. Fait que pour certains, ça peut être d'aller explorer dans un coin de map, ça fait plus de points, tandis que pour d'autres, tant qu'ils gardent des objectifs ou qu'ils sont même capables de voler des objectifs, eux, ça leur fait plus de points. Fait qu'on va avoir comme différents objectifs primaires, puis à la suite de quoi, dans le fond, les secondaries vont venir s'épouser à ça. Une autre chose intéressante aussi, c'est que le split de points, c'est plus rendu 50 points de primary puis 40 points de secondary, c'est rendu 45-45. Ils ont mis ça sur un même piédestal. La seule chose aussi à savoir, c'est que dans le fond, la seule chose, en fait, 2 choses. Dans le fond, par tour, on peut faire un maximum de 15 points en secondaries. Mais là où est-ce que ça devient intéressant, c'est que quand on pige nos secondaries, puis qu'on n'est pas capable de les faire tour 1, on peut les garder, puis au prochain tour, piger 2 autres secondaries, puis dans le fond, les autres, on va pouvoir les faire plus tard. Ce qui veut dire que les secondaries devraient être plus faciles à scorer. Par contre, New Order est maintenant 1 fois par game. Ce qui veut dire que, dans le fond, on va pas voir l'entièreté du deck de mission, for sure. Puis, si jamais tu discardes une mission pour un CP, tu risques pas d'en revoir beaucoup d'autres. Fait que, jeter des missions pour des CP, ça devient un petit peu plus comme
resource management, faut faire attention à ça. Et voilà, c'est ce qui conclut notre survol de la 11e. C'est sûr qu'il y a encore plus de choses à voir dans cette édition-là. On n'a pas toutes les informations encore nécessairement, il y en a beaucoup qui sont sorties. Je suis en train de travailler sur d'autres vidéos pour votre bonheur, pour expliquer certaines choses plus en détail. Puis je vous demanderai aussi de garder un œil sur les prochaines semaines. Dans le fond, je suis en train de créer un module de cours pour aider les gens à soit transiter de la 10e à la 11e ou bien complètement commencer Warhammer dans la 11e. Dans le fond, c'est une série de cours en plusieurs épisodes structurés où est-ce que main dans la main, j'aide les gens que ça soit vraiment au niveau de comprendre c'est quoi un line of sight, vraiment comme dans les bases comme ça, jusqu'à des stratégies avancées. Donc, gardez un œil là-dessus. Et quelle meilleure manière de garder un œil là-dessus en nous suivant sur les réseaux sociaux de votre choix. Sur le Discord aussi, il y a beaucoup de nouvelles qui sont comme en avant-gardiste. Et sinon, sur Patreon, si vous voulez nous supporter et en même temps avoir du contenu un petit peu en avance, je vous tiens au courant de tout ça. C'était Yann-Éric de Sur la Table. Ce fut un plaisir. Et d'ici à la prochaine, roulez des 6 colis.